Bon, cette semaine, on fait le salé, hein. Parce que la semaine dernière, j'avais dit, bon voilà, comme président de la République, il a dit, ça sera le sucré avant le salé. C'est-à-dire, ça sera, on va vous donner des miettes du pouvoir d'achat avant de vous faire la réforme des retraites. Moi, j'avais dit, bon bah, je vais vous faire le sucré, les bonnes nouvelles, Bachelier qui va se faire dégommer et compagnie, Ferrand, Castaner, Montchalin, qui j'oublie Bourguignon, enfin, il y a quand même une liste, mais il y a le salé. Puis les copains, ils m'avaient dit non, j'ai un comité de censure politique derrière la caméra là, qui me dit non, tu peux pas nous apporter des mauvaises nouvelles qui vont nous casser les pattes à 72 heures d'une élection. Bon, donc j'avais ravalé ce que j'avais envie de dire parce que c'est quand même ce que je pensais. Parce que quand on regarde la politique depuis la Picardie, c'est sûr qu'on voit pas forcément la vie en rose, en rouge ou en vert qui domine. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de salé, que j'ai ravalé, mais qui est quand même éclaté dimanche soir. D'abord, ce tableau. Au premier tour de l'élection législative, là, en 2022, la gauche fait 28,8% des suffrages. C'est un petit peu mieux qu'en 2017. C'est beaucoup moins bien que quand on a des victoires, comme en 2012. Enfin, des victoires, je veux dire, jamais j'ai considéré que Hollande à l'Elysée était pour moi une victoire. Mais c'est une autre question. C'est la gauche, avec tous les guillemets que vous voulez. 46,8. 97, là c'était Jospin, 43,1. 88, Mitterrand, 48. 54, bon, deux fois Mitterrand. Ça c'est quand on gagne. Mais même quand on perd, c'est 35 en 2007, c'est 37 en 2002, c'est 37 en 93, c'est 43 en 86. Donc c'est à un niveau qui est quand même très très bas. L'autre donnée, c'est quand je regardais quand même qui vote pour nous et qui ne vote pas pour nous. Alors il y a quand même des points hyper positifs. Les 18-24 ans qui sont plus de 40% de ceux qui sont allés voter à être pour la NUP. C'est quand même un ferment pour l'avenir qui est très positif parce qu'eux, ils vont voter pendant des générations et des générations. J'espère que ça va rester. Toujours en positif, les pas satisfaits, ils votent massivement pour la NUP. Les défavorisés, ils sont en concurrence avec le RN un peu derrière, mais ils votent pour la NUP. Et en revanche, là où on se fait dégommer quand même, chez les ouvriers, 45% à 3 jours du scrutin qui se déclaraient favorables au Rassemblement national et seulement 18% à la NUP. Et chez les retraités, c'est du Macron. Et on arrive très loin derrière Macron. Donc le problème, c'est que les retraités, on sait qu'ils votent, ils vont jusqu'au bureau de vote beaucoup plus que les 18-24 ans. Tout ça, ça faisait écho à la carte issue du premier tour de l'élection présidentielle, où on avait les petits bouts en rouge autour de l'Île-de-France et l'Ariège pour les départements où quel vote a dominé. Et puis on avait quand même des gros bouts en bleu marine sur la carte de France. Et bon, évidemment, moi je le dis, je regarde les choses depuis chez moi. On avait 13 candidats RN sur 17 qui ont accédé au deuxième tour de l'élection législative. Sur 17 circonscriptions picardes, il y en a 13 qui sont arrivés au deuxième tour. Tout ça faisait que j'avais du mal à me sentir embarqué dans la bulle autour de on est déjà à Matignon, on y est presque, on va avoir la majorité. Je me sentais en décalage pour le moins par rapport à ça, et je pense que le décalage il est dû à de où on regarde le pays. Je pense que quand on est en Bretagne, on voit pas la montée du RN comme on la voit ici. Je pense que quand on est à Paris et en Île-de-France, c'est pas du tout la même chose que quand on regarde depuis la Picardie. Moi, je le dis, je suis sur le front de la Somme. Alors, on a résisté. Chez nous, ça a tenu. Avec un tour de force. D'abord, nous avons fait 61%. Je ne supporte pas les articles qui nous mettent à 57. C'est con, mais parce que les premières estimations ont été à 57. En vérité, on est à 61%. Et moi, chaque pourcentage, je sais ce que ça veut dire en nombre de tracts diffusés, en nombre d'efforts fournis. Enfin, je sais que c'est la bataille de la Somme. Tu vois, pour conquérir la tranchée, il a fallu que tu avances avec la baïonnette et tout ça, et que tu sonnes à des portes. Et on te vient te gruger de 4%. Mince alors, on a fait 61-39, c'est pas rien. Pourquoi on a mené cette bagarre-là avec cette intensité? Parce qu'on sait, pour paradis Aragon, que rien n'est acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni ses électeurs. On a beau bien m'aimer, en gros, c'est pas pour ça que on s'est acquis d'avance, du tout. On sait qu'une campagne, il faut la mener. Alors,
les résultats, j'en être très fier hein, de ce qu'on a fait. Parce que c'est un exploit électoral que nous avons réalisé. Donc quand on regarde, on surperforme. Ça veut dire que si on fait la comparaison entre l'élection présidentielle et l'élection législative, on fait 18 points de plus que Mélenchon, on fait 11 points de plus que le total des gauches à la présidentielle. Chez les députés, chez les candidats France Insoumise, on est, sans vouloir se la péter, mais c'est comme ça, on est largement au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a 7 candidats France Insoumise sur 323 qui ont fait mieux que le total gauche de la présidentielle. Je vais les citer quand même, on va faire le palmarès. La deuxième, c'est Caroline Fiat, qui fait plus 1,4%. Ensuite, il y a mon copain Guillaume Ancelet dans la Somme qui fait plus 1,2%. Donc, c'est le podium. Malheureusement, lui, il est battu quand même. Hein. Il y a Mathilde Ligné, ouvrière agricole en Ille-et-Vilaine, qui est quatrième, qui fait plus 1%. Jean-Yves Lalanne, Pyrénées-Atlantiques, battu aussi, plus 0,6. Tassadit Amgar, Maine-et-Loire, plus 0,6, battu. Manon Meunier, Haute-Vienne, donc qui a été élu, plus 0,3. Damien Maudet, Haute-Vienne, plus 0,25. Donc c'est mon copain collab Damien. Donc voilà ceux qui surperforment. Alors voilà, je fais quand même plus 11 points. Le deuxième, c'est plus 1 point. Bah ouais, j'en tire une fierté. Alors, je sais pas si on va m'en mettre une médaille pour ça, mais bon. Et ma grande fierté, c'est que dans la circonscription, en gros, je gagne partout. C'est-à-dire que je ne gagne pas la circonscription en ayant des votes pour moi très favorables sur Amiens Nord, ce qui est beaucoup plus facile parce que là, il y avait un vote Mélenchon sur les quartiers populaires d'Amiens. Contre Flix-Secours et le Val-de-Nièvre. Flix-Secours vote à 65% pour moi et tous les bleds du Val-de-Nièvre, ils votent à 60% pour moi. Ou contre la sous-préfecture d'Abbeville, qui vote à 59% pour moi. J'arrive à peu près partout. Il y a évidemment, il y a des petites communes où je suis battu par le Rassemblement national. Mais grosso modo, j'arrive à faire que ça soit pas les quartiers populaires contre les campagnes populaires, mais qu'au contraire, on soit majoritaire et assez largement majoritaire dans les deux. Maintenant, je signale quand même la difficulté, c'est que on a une adversaire qui ne fait rien, qui met juste la tête de Marine Le Pen à côté de la sienne, qui envoie un tract, franchement, il a dû être fait sous Word et même pas sous InDesign, quoi, et qui fait près de 40%. C'est dire la force de l'installation du vote Rassemblement national. Et moi, je veux pas être l'arbre qui cache la forêt. Je l'ai dit pour le copain Guillaume, c'est dimanche soir, on a eu la nouvelle, voilà, dans la soirée, bon, que Guillaume, il se faisait plier à peu près dans les mêmes proportions que moi, je pliais la candidate RN, ici, 60-40, quoi. Malgré une énorme campagne, voilà, de l'animation populaire, des matchs de foot, enfin, voilà, de l'invention. En même temps, on voyait qu'en Picardie, il y avait 8 députés sur 17, donc presque la moitié des députés qui étaient Rassemblement national. Dans le Pas-de-Calais, on est arrivé à 6 sur 12, donc la moitié. Dans le Nord, il y en a 6 qui ont été élus également. Bon, je vais vous dire, moi, ça ne m'a même pas surpris. Ce qui m'a surpris, ce qui m'interrogeait depuis des années, mais c'est comment ça se fait que les Le Pen font des cartons au présidentiel depuis 20 ans et que ça se traduit pas par des élus dans mon coin. Comment ça se fait que ça tient? Comment ça se fait qu'ils sont aussi nuls pour s'installer? Bah voilà, manifestement ils sont devenus moins nuls et puis la vague, elle monte. C'est pas dans mon coin, c'est à l'autre bout de la France. Mais enfin, quand même la gauche, quand la circonscription de Jaurès tombe dans les mains du Rassemblement national, est-ce que ça ne doit pas être une énorme piqûre? Mais en même temps, je dis la circonscription de Jaurès, j'ai regardé, j'ai pas dans le détail là-bas la carte, mais Carmaux, qui est plus dans la même circonscription, qui est plus dans la première circonscription du Tarn, est resté NUP. Je dis ça pour dire que le combat n'est pas terminé. Il est encore possible de le gagner. Il nous reste des bases. Il y a quand même encore près de 20% des ouvriers qui peuvent voter pour la gauche. C'est pas rien, ce sont des points d'appui. Je dis les difficultés avec franchise, c'est que en plus, moi, ici, si on a perdu, c'est sur nos thèmes à nous. C'est même pas sur l'immigration, c'est pas sur les étrangers, c'est sur le social, c'est sur le pouvoir d'achat. Donc, comment on fait pour dire, bah voilà, tel De Gaulle, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Qu'est-ce que c'est la suite? Est-ce que on me laisse tout seul dans mon coin et puis d'autres copains ailleurs, en province, tout seul au milieu d'un rassemblement national qui gagne du terrain? Ou bien est-ce qu'au contraire, on en fait un mouvement offensif? Et moi, je le dis tout de suite, le défensif ne m'intéresse pas. Mon combat, au fond, il n'est pas contre le Rassemblement national. Centralement, jamais j'étais un no passaran. Parce que no passaran, je crois que ça ne marche pas. Je veux qu'il y ait une perspective positive qui soit offerte aux gens. Et que pour nous, ça soit du combat offensif.
que ça soit de se dire, mais comment cette colère qu'il y a dans le pays, comment nous on la transforme en espoir? Comment on devient un bloc majoritaire? Pour moi, c'est à la fois mener cette bataille, c'est à la fois un devoir moral, ne pas abandonner les premiers frappés par la mondialisation aux mains du Rassemblement national, mais c'est aussi un devoir électoral. Je ne vois pas comment on peut gagner demain sans aller reconquérir ça pour passer là de 28% à 50%. C'est là que ça se joue pour moi centralement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vois 3 temps. Il y a un premier temps qui est un temps de diagnostic partagé ou pas. Qui est d'accord avec ce que je raconte? Qu'est-ce qu'il faut amender, préciser, voilà. Là, il faut interroger des sociologues, des géographes, des politistes. Est-ce qu'on en fait une priorité politique ou pas de la reconquête dans ces terres-là? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une forme de déni, de laisser aller? Je le dis compte tenu de la sociologie des états-majors des partis, qui sont fortement concentrés sur l'Île-de-France et qui du coup peuvent se dire finalement c'est pas si important que ça, quoi. Ou est-ce qu'il va y avoir un déni, un laisser-aller et que la circo de Jaurès tombe aux mains du RN va même pas nous mettre une baffe, qu'on va continuer à mener notre petit vie pépère. Bon, ça c'est le temps du diagnostic. Ensuite, il faudra se demander, dans notre discours, dans notre proposition, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait que, dans ces coins-là, chez les ouvriers, chez d'autres, on ne se sent pas représenté par la gauche? Ou bien on s'en sent trahi depuis des décennies? Comment on recoue avec ça? Alors, je balance mes pistes, mais ça doit faire l'objet d'un autre temps. Il y a le temps du diagnostic, puis en plus, il y aura le temps des pistes. Mais pour moi, il doit y avoir une centralité de la question du travail. Et le travail, c'est-à-dire un travail qu'on respecte, un travail qui permet aux gens de gagner leur vie, un travail qui n'est pas des petits bouts d'emploi qu'on distribue sous forme de temps partiel, d'auto-entrepreneurs, de CDD, de machin, mais on reconstruit une fierté du travail. Et tout ça dans une conflictualité. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans conflit et au fond, il faut poser un conflit central. Et moi, le conflit central, c'est celui du travail face au capital qui aujourd'hui se gave complètement. C'est le CAC 40 qui bat tous les records à 140 milliards d'euros de bénéfices, plus 60% par rapport à son précédent record. C'est les 5 premières fortunes qui triplent sous Macron. C'est 1, 2, 3 Jeff Bezos qui engrange 10 000 euros alors qu'il ne paye même pas ses impôts en France. Je vous la fais rapide, mais voilà ce qui, avec après des thèmes infrapolitiques qui, quand on est installé dans ces coins-là, surgissent. Il y a la question du handicap qui est très importante. Il y a la question du comment le numérique peut éloigner de la République. Il y a la bataille des écoles qui est régulièrement menée. Bon, voilà. Tout ça doit se faire évidemment, non pas en perdant ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire les quartiers populaires, mais en se demandant comment on additionne, comment ce qu'on raconte est à la fois compris, entendu, stimulant, à la fois pour les quartiers populaires et pour les campagnes populaires. Non pas dans une opposition entre eux, mais dans une jonction entre les deux. Donc, je le redis, premier temps, le diagnostic, deuxième temps, le discours, et troisième temps, quelles actions on mène? Comment on reprend pied là? Quels sont les militants qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on donne à faire? Comment on va s'adresser aux gens? Voilà la ligne, en tout cas, voilà ma ligne. Voilà ce que j'ai envie de porter pour que la gauche redevienne majoritaire dans le pays, pour qu'elle soit pas marginalisée dans des coins comme le mien. C'est mon combat depuis 23 ans, que les ouvriers de chez Whirlpool, de Magneti Marelli, de Honeywell, de Goodyear, alors je l'avais dit, ça pourrait encore durer, de Flodor, puisque maintenant la Flodor c'est Perron, Perron c'est Rassemblement National, eh ben ils se reconnaissent dans les combats que nous on peut porter et qu'il y a un chemin pour transformer leur colère en espoir. Pour faire tout ça, pour les colloques, pour prendre le train, aller faire des formations, peut-être des kermesses, enfin tenter des choses dans le pays et mener cette bataille, que ce soit pas que la bataille de la Somme, c'est évident que j'ai besoin de sous. Et j'ai besoin de vous. Et j'ai besoin d'autres personnes. Je veux dire, il faut que j'embauche quelqu'un. D'abord, c'est pas du travail parlementaire, je peux pas confier ça à mon équipe. Et en plus, j'ai quand même cramé tout le monde, moi, avec mes milliers d'amendements. Et bon, donc, il me faut absolument que je recrute au moins une personne pour la positionner sur ce projet et lui dire voilà, diagnostic, discours, action, qu'est-ce qu'on porte? Par exemple, tu vois, le truc qui me vient en tête là, si jamais j'avais quelqu'un, je lancerais la bataille de Total. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Total, 5 milliards d'euros de bénéfices sur les 3 premiers mois de l'année, son PTG, Patrick Pouyanné, qui se prend plus 52% de salaire,
pendant que l'essence elle est à plus de 2 euros et que tout ce que propose le gouvernement, c'est des petites réductions de 7 centimes, j'ai calculé, il y a 18 millions de personnes qui prennent leur voiture tous les jours pour des déplacements de plus de 5 km. J'ai divisé 5 milliards par 18 millions, on en arrive à 322 euros. Ça veut dire que si on dit voilà, après tout, il n'y a pas de raison que Total fasse des bénéfices sur la guerre en Ukraine et sur l'essence à plus de 2 euros, tu peux remettre 322 euros par travailleur qui a besoin de son automobile pour aller au boulot. Et ça, c'est seulement sur les 3 premiers mois. Donc tu peux arriver à 1200 euros l'année. Eh bien, si jamais j'avais les moyens, pas seulement une équipe parlementaire qui est déjà sous l'eau, je lancerai une campagne aujourd'hui sur Total doit rendre l'argent. Et en plus, tu vois bien comment il y a une connivence là-dessus entre le Rassemblement national et les macronistes. Parce que pour eux, le partage, je vais y revenir, mais ça n'existe pas. C'est pas un sujet. Voilà. Et donc là, tu marques des points, à mon avis, en prenant une préoccupation très populaire et en l'accent dans ce qui est sur la valeur travail, c'est des gens qui travaillent, et sur le partage des richesses. Et le partage, tu sais, le sentiment de justice, c'est quelque chose qui est important pour les gens. Bon, voilà. Maintenant, quand même, j'ai donné du salé là. Hein. Je voudrais revenir à un peu de sucré. On a Macron qui a mis en minorité. C'est pas rien quand même. On voyait comment il était déjà à bout de souffle après la présidentielle. Quand il met plus d'un mois à trouver un Premier ministre, qu'il propose à 2 personnes qui refusent, et qu'à la fin, tout ce qu'il trouve, c'est borne. Déjà, pour moi, c'était un début. Mais alors là, il est bloqué. Et tant mieux. Et tant mieux. C'est pas le pays qui est bloqué, c'est Macron qui est bloqué. On n'aura pas ses caprices. Tu vois, là, tu me dis ce matin, à la crèche, il y a eu les tests pour le Covid et tout ça. Retour du Covid. C'est pas lui qui va pouvoir, comme ça, du jour au lendemain, dire, voilà, maintenant, ça c'est les métiers essentiels, ça c'est ceux qui ne le sont pas. Maintenant c'est confinement, maintenant c'est déconfinement, maintenant c'est reconfinement, maintenant c'est redéconfinement. Manu a dit, c'est terminé. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Que le pays soit bloqué, ça me paraît une bonne nouvelle aussi, parce que au fond, on va droit dans le mur, notamment droit dans le mur écologique. Tu sais, leur refrain, c'est il faut avancer, mais avancer vers où? Si c'est pour avancer dans le ravin, franchement, c'est pas la peine. Il est bloqué sur les retraites, il va être bloqué sur les écoles aussi, peut-être. Tout ça, moi, ça me paraît pas franchement une mauvaise nouvelle. Donc, je pense foncièrement, alors, vous connaissez mon affection pour l'an 01, donc le film de GB, où à un moment, tout le monde décide de s'arrêter, de pas prendre le train, de plus aller au travail, de réinventer la vie. Bon, c'est post-68, donc c'est fait avec beaucoup d'optimisme. Mais je pense qu'il nous faut ce temps-là, il nous faut ce temps d'arrêt. Au fond, là, on est dans une société qui est absolument folle. C'est normal que le burn-out soit la maladie du temps. Le burn-out, c'est la consomption. On a aujourd'hui une consomption des êtres humains en même temps qu'une consomption de la planète. On brûle tout par une accélération permanente, quoi. Je pense que face à ça, il est nécessaire d'avoir un temps d'arrêt et de se dire qu'il faut changer le volant de main et changer de direction. Parce que là, pour moi, c'est juste une forme de suicide à long terme de l'humanité. Donc, s'il y a un blocage, ça me paraît pas mauvais. Maintenant, on voit comment ils veulent sortir du blocage. Face à ce blocage, il y a un truc qui est apparu. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Je peux pas dire que ça m'ait surpris non plus, mais la vitesse à laquelle ça allait, ça m'a surpris. C'est les yeux doux entre les macronistes et le Rassemblement national. T'as Aurore Berger qui m'a dit que tu sais que entre François Ruffin et le RN, c'est bien difficile de choisir. Mais t'as Yael Braun-Pivet, Barbara Pompili, Sylvain Maillard, Céline Calvé, donc c'est une nouvelle députée, mais il va falloir la suivre, qui dit quand on a besoin d'avoir une majorité, si c'est bon pour les Français, on va aller chercher les voix du Rassemblement national. Tout ça, je rappelle que dans l'entre-deux tours, Emmanuel Macron et tous les siens, ils disaient qu'il allait falloir faire barrage à l'extrême droite. Et là, on voit comment le barrage, il a craqué complètement, et avec ce propos qui, à mon avis, est extrêmement révélateur de Éric Woerth, donc un néo-macroniste, qui déclare « Les insoumis ont visiblement en tête de faire du contrôle fiscal, ce que je n'ai pas entendu au Rassemblement national. » Pour expliquer qu'il fallait que la présidence de la Commission des finances, qui revient à l'opposition, aille plutôt au Rassemblement national qu'aux insoumis. Il dit voilà, parce que eux, ils ont en tête de faire du contrôle fiscal et pas le Rassemblement national. Vous savez que je suis un grand lecteur de Marine Le Pen. Je me tape les programmes économiques du Front National depuis 1974. Je suis allé rechercher à la BNF. Je les ai tous passés en revue. Et évidemment, je me suis tapé aussi Aime la France, mon projet présidentiel. Qu'est-ce qu'il y a dans tous ces programmes? Il y a en permanence une absence. Les firmes ne sont pas dedans.
les paradis fiscaux ne sont pas à l'intérieur, les dividendes, les actionnaires, les profits, les bénéfices, tout ça, ça n'existe pas. Le partage, ça n'existe pas. Et quand il s'agit de dire qu'on va avoir un ministère de la fraude, parce que Marine Le Pen, elle veut un ministère de la fraude, mais c'est le ministère de la fraude sociale, alors qu'on sait qu'elle est bien importante que la fraude fiscale dans notre pays. Et je pense que là, on a profondément un accord idéologique entre la Macronie, les libéraux et l'extrême droite, pour qui il n'y a pas de conflit de classe au sein de la société française. Il n'y a pas du capital et du travail, il n'y a pas des actionnaires et des travailleurs, il n'y a pas ça. Il n'y a pas à avoir de répartition de la valeur ajoutée. Ça n'existe pas. Cette question-là n'existe pas. Aujourd'hui, le blocage, c'est pas seulement à l'Assemblée, mais c'est dans le pays. Pourquoi ? Parce qu'au fond, le projet libéral, en gros, sur le fait qu'il fallait avoir de la concurrence, qu'il fallait avoir de la compétitivité, qu'il fallait avoir de la mondialisation, qu'il fallait avoir de l'Europe, sur tout ça, il y avait un accord entre le parti de gauche centriste et le parti de droite centriste. En 2005, le traité constitutionnel européen montre que c'est un projet qui est désormais minoritaire dans la société. 55% des Français disent non et 80% des ouvriers disent non. Donc ça veut dire qu'à partir de là, les libéraux continuent avec leur projet, mais en s'asseyant sur la démocratie, en le faisant sans le démos et parfois contre le démos. Ça aboutit à quoi ? Le fait qu'ils deviennent de plus minoritaires dans le pays, que ça se rétrécisse, qu'ils le savent, parce qu'ils vont pas refaire un référendum là-dessus, ils savent qu'à ce moment-là, ça sera 70% de non. Eh bien, ça fait que, pour continuer à avoir le pouvoir, ils fusionnent. Ils fusionnent en 2017, ils fusionnent autour de la figure d'Emmanuel Macron, il prend de l'UMP et il prend du PS. Il rassemble les deux. Ensuite, Macron parvient à imposer ces mesures comment ? Alors qu'il y a une résistance de la société française, il parvient à les imposer par la force de coercition. C'est quoi ? C'est la matraque sur les gilets jaunes. C'est 300 crânes fendus, 6 mains arrachées, 30 éborgnés. C'est comme ça qu'il fait se résigner les France périphériques, les France des ronds-points. Et là, on voit que malgré une courte victoire sans panache à la présidentielle, eh bien, il est minoritaire, ce qui s'est jamais produit aux élections législatives. Ça veut dire que le socle du projet libéral, il s'est tellement effrité qu'ils n'arrivent même plus à être majoritaires dans un truc où normalement il y a une espèce de tsunami post-présidentiel. Qu'est-ce que sont les voies du déblocage ? Pourquoi ? Parce qu'on a un blocage, parce qu'au fond, il y a 3 projets dans le pays qui se font concurrence. Et aucun n'est majoritaire. Je veux dire la réalité sur nous aussi. On ne peut pas prétendre à être majoritaire dans le pays aujourd'hui. Il y a 3 projets. Il y a le projet donc libéral, il y a le projet national autoritaire et il y a le projet social écologique. Quelles sont les voies du déblocage ? Il y a la voie noire, le côté obscur de la force. C'est la fusion du national autoritaire et du libéral. Et c'est tout à fait possible. Toutes les déclarations des macronistes et les réponses du Rassemblement national, j'ai oublié de mentionner ça, mais les réponses du Rassemblement national qui ont bien mis leur cravate et leur truc pour faire premier de la classe, alors que ça a été les cancres de l'Assemblée et qu'on les a jamais vus pendant 5 ans, passons, mais c'est nous serons l'opposition sérieuse, nous serons l'opposition constructive, il faudra voir loi par loi, peut-être que, bon voilà. Et Marine Le Pen, alors je vais pas refaire son évolution sur le terrain économique, mais elle a donné des tas de gages à l'oligarchie sur le fait que si elle arrive au pouvoir, elle va pas secouer les murs. Et côté libéral, on a déjà basculé dans le libéral autoritaire. Ça n'a pas posé problème de réprimer la société pendant 5 ans. Donc, il y a là une fusion tout à fait possible d'un projet libéral autoritaire. Je veux dire que le système aux mains des plus riches de ce pays, il va peser pour maintenir ça parce que c'est son issue. C'est son issue de secours. Évidemment, il y a l'autre issue, celle vers quoi nous on doit se diriger. C'est d'obtenir que dans ce pays, le social écologique devienne majoritaire. Mais c'est pas fait. C'est pas fait, il faut trouver le chemin pour ça. Il faut trouver le chemin pour que embarquer les gens dans cette histoire-là. Il y a eu des pas qui ont été franchis. Dire d'abord que ce projet pourrait ne même pas être sur la table. Il y a des pays où la gauche n'existe même plus. Quand la gauche, ça a été chez nous des Hollande, mais qu'ailleurs, ça a été des Mario Monti, des trucs comme ça, c'est calciné. Bon, bah chez nous, Jean-Luc Mélenchon a permis que depuis 2012, on marche sur 2 jambes, une jambe rouge, une jambe verte, et qu'on soit en mouvement.
Donc ça permet d'avoir ce projet social écologique sur la table, aujourd'hui. Il n'est pas majoritaire. Maintenant, c'est à nous de le rendre majoritaire demain. C'est à nous de garder ce qui a été obtenu, rien n'est jamais acquis, mais qui a été obtenu au moins pour le temps de la présidentielle, quartier populaire et métropole, et de trouver le chemin pour y ajouter un pan supplémentaire, sans quoi on ne sera pas majoritaire. Et si ce pan supplémentaire, il tombe encore plus dans les sirènes du libéral autoritaire, on sera cuit. Et voilà pourquoi j'invite, moi, les progressistes à s'engager pleinement dans cette bataille. Voilà. Et les gens qu'on a à conquérir, c'est des personnes pour qui, pour beaucoup, il reste un fond de désir de justice. Tu vois, simplement, il faut qu'on remette ce que c'est que la justice. Est-ce que c'est la comparaison entre les pauvres, ou bien est-ce que c'est juste inviter à regarder là-haut et se dire, bon sang, il ne peut pas y avoir un tel fossé entre eux et nous. Voilà la bagarre que je nous invite à mener dans les temps à venir. C'est tout.